Bon vendredi soir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure. Mon nom est Chantal Dumas, je suis naturopathe agréée, également formée en anthropologie médicale et productrice animatrice de ce webcast qui vous revient comme ça à tous les vendredis de semaine en semaine pour aborder différents sujets entourant la santé globale de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Alors ce soir, on est encore dans la thématique des hormones. La semaine dernière, je vous ai parlé des mensonges, les 7 plus importants mensonges entourant les hormones. C'est un webcast qui a eu beaucoup de succès, vous vous en doutez bien. Alors, j'ai décidé de réitérer cette semaine, mais de manière un petit peu plus pointue. On va aller voir la relation entre la ménopause et l'insomnie, donc la diminution ou les variations de notre équilibre hormonal et comment cela peut-il se répercuter sur notre sommeil. Alors, on va essayer de comprendre les tenants et aboutissants de tout ça. On va aller voir évidemment les mythes entourant cette question et comme d'habitude, je vais vous proposer quelques pistes de solutions. Évidemment, les webinaires, les webcasts ne remplacent pas les consultations médicales, naturopathiques, un à un avec des professionnels de la santé, mais ça a quand même le bénéfice de vous informer, de démystifier certaines choses, de vulgariser certaines études cliniques, mais aussi, et je dirais surtout, de vous autonomiser en matière de santé, de vous redonner le pouvoir, parce que quand on comprend mieux, on fait de meilleurs choix. Alors, c'est vraiment le but visé par mes émissions et mes différents événements. En parlant d'événements, samedi prochain, donc samedi le 30 mars, il y a une nouvelle cohorte qui va démarrer de mon populaire programme Équilibrer vos hormones naturellement. Alors, 6 samedis matins consécutifs de 9 h à midi, on va se retrouver pour couvrir 6 modules, les 6 plus importants sujets qui entourent l'équilibre hormonal. On va parler évidemment de comment tester nos hormones et je vais y revenir un peu ce soir. On va parler de comment démystifier les symptômes qu'essaient de nous transmettre nos hormones. Vous savez, on dit souvent les maudites hormones, mais les hormones, ce sont de précieuses alliés. Encore faut-il savoir déchiffrer le langage des hormones. Alors, c'est ce qu'on fait durant le 2e module, mais aussi dans le programme au complet. 3e module, on parle de la gestion du stress. On va aussi aborder cette thématique ce soir, l'impact du stress sur nos hormones. On va parler d'alimentation, évidemment, on va parler de suppléments. Et dans le dernier module, on construit un programme qu'on va pouvoir mettre en application de manière pratico-pratique par la suite. Alors, c'est vraiment une manière de bénéficier de mon coaching et de mes 26 ans de pratique clinique avec les hormones, avec la santé des femmes, à un tarif de groupe qui est évidemment beaucoup plus avantageux que les consultations 1 à 1. Des fois, les femmes vont quand même venir consulter de manière individuelle, sauf que tout ce qu'on a vu en équipe, en groupe, ça va vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement et donc, un, de vous sentir mieux rapidement, mais aussi deux, de bénéficier, encore une fois, du tarif de groupe. Alors, je vous invite, j'ai une promotion à 299 pour les 6 modules, c'est donc 50 par coaching de 3 heures. C'est une belle opportunité aussi de vous retrouver en équipe et je le fais à 299 sans taxe exceptionnellement. Donc, c'est un très, très, très bon tarif. Et si jamais vous avez besoin de le payer en 2 versements parce qu'on est rendu à une semaine d'avis du début de la promotion, vous me faites signe, vous m'envoyez un petit message par Messenger. Je ne voudrais pas que les finances soient un obstacle à votre mieux-être. Alors, on va voir comment on peut s'organiser ensemble. Alors, ce soir, évidemment, on va replonger dans les hormones à pieds joints. On va voir comment les hormones et surtout le déséquilibre hormonal affectent le sommeil parce que honnêtement, c'est souvent la bête noire qui va faire que les femmes vont se tourner vers l'hormonothérapie. Histoire de pouvoir finalement dormir, c'est très, très pénible, surtout quand on est encore active sur le marché du travail, de passer des nuits sans dormir. J'ai plusieurs patientes qui étaient ou qui
sont encore, si elles viennent de débuter, dans cette situation. Et des fois, on est prête à faire n'importe quoi pour pouvoir dormir. C'est carrément de la torture. Donc, c'est souvent comme ça que les femmes vont rentrer dans l'univers des hormones. Et là, si vous avez écouté le live de la semaine dernière, vous savez qu'il y a beaucoup de mythes entourant les hormones. Je me suis attaquée particulièrement aux hormones de type primarine, qui sont celles qu'on recommandait abondamment il y a quelques années, souvent qu'on a vu nos mères consommer durant beaucoup d'années. Aujourd'hui, les hormones bioidentiques ont la cote. L'ennui avec les hormones bioidentiques, il semble que ça n'a pas été clair la semaine dernière parce que les gens m'ont dit: ah oui, mais moi, je prends les hormones bioidentiques, c'est correct. C'est sûr que techniquement, une hormone bioidentique, c'est une hormone qui a la même forme moléculaire que les hormones que le corps produit. L'ennui et ce que je vois qui survient au Québec en ce moment, c'est qu'il y a des médecins qui ne sont pas adéquatement formés pour travailler avec l'hormonothérapie bioidentique, et je pèse bien mes mots, et qui le font en travaillant dans un paradigme, dans une mentalité de médecine conventionnelle, c'est-à-dire une dose unique pour tout le monde. Alors, ils ont changé de type d'hormone, mais en réalité, ils n'ont pas compris la base de l'hormonothérapie bioidentique, et c'est que le traitement doit être individualisé sur une base personnelle. Donc, c'est pas un dosage unique pour tout le monde où on monte un peu, on descend un peu, mais normalement, quand on fait bien l'hormonothérapie bioidentique, on établit ce qu'on appelle un baseline, un point de départ. On va mesurer les hormones au niveau salivaire, dans certains cas au niveau urinaire, mais plus souvent par la salive, et on va avoir un point de départ. Et après le traitement d'hormones, on va retester après 3 mois pour voir comment la femme métabolise ses hormones. L'ennui, c'est que la plupart des médecins ne comprennent même pas le métabolisme hormonal, ne comprennent pas le rôle des vitamines D, des sulforaphanes, etc., comme je vous parle tout le temps. Donc, on fait une prise de sang en ignorant complètement le fait que les hormones étant liposolubles, on va pouvoir mesurer seulement 2,21 des estrogènes et d'un seul type d'estrogène, l'estradiol, alors qu'il y en a 3 principales, l'estradiol, l'estriol et l'estrone, mais qu'il y a aussi plein de métabolites qui sont importants. Alors, ces médecins travaillent avec une base de prise de sang pour recommander les hormones bioidentiques. Alors, si déjà, vous ne pouvez pas établir un dosage correct au point de départ parce que vous testez 2,21 des estrogènes, essayez pas de me convaincre que vous pouvez créer un programme et des dosages réellement personnalisés à la femme qui est en consultation. Donc, c'est peut-être vrai que vous prenez des hormones bioidentiques, encore faut-il voir de quelle façon elles vous ont été prescrites, voir sur quelle base on les a prescrites, c'est-à-dire à partir de quel test. Et ensuite, est-ce qu'on a retesté pour voir comment vous métabolisez, est-ce que vous avez corrigé, normalisé votre taux d'hormones. J'ai eu une clinique pendant 13 ans d'hormonothérapie dans Westmount, en collaboration avec médecins et infirmières et des pharmaciens préparateurs. J'ai été formée par le Compounding Pharmacists Association of America pour travailler avec les hormones bioidentiques. On était les précurseurs, les premiers à faire ça, les pionniers à faire ça au Québec avec les pharmaciens Donald Pearson et Mal Alter. Et donc, on a reçu chez nous les premiers médecins qui ont travaillé avec les hormones bioidentiques. Alors, c'est une thématique que je connais extrêmement bien et ça m'attriste énormément de voir que ça a été repris par des émissions de télé, euh, par des vedettes qui, encore une fois, vont profiter des problèmes de santé des femmes pour faire une pièce, pour mettre des programmes de l'avant, alors qu'elles n'ont rien compris au métabolisme des hormones. Alors, c'est malheureux, mais c'est ça la situation. J'espère que j'ai éclairci un petit peu ma pensée par rapport aux hormones bioidentiques. Le problème, ce n'est pas les hormones bioidentiques, c'est la façon dont elles sont prescrites au Québec par la plupart des médecins. Il y a 2 médecins que je connais qui travaillaient très bien avec les hormones bioidentiques, mais les 2 sont à la retraite. Vous savez pourquoi. Donc, c'est malheureux, mais c'est ça qui est ça. Alors, aussi bien apprendre à travailler de manière le plus holistique, le plus naturelle possible avec nos hormones. Et une fois qu'on a comblé tous les besoins de base qu'on pouvait combler à partir du mode de vie, de l'alimentation, des suppléments et tout ça, s'il y a encore un manque à combler du point de vue hormonal, eh bien là, peut-être avoir recours aux hormones bioidentiques, mais les hormones ne devraient en aucun cas être la porte d'entrée
lorsqu'on a un problème de sommeil qui est causé par le déséquilibre hormonal. Comprenez-vous? Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais prendre d'hormones bioidentiques, de la même manière que je ne vous ai jamais dit qu'il ne faut jamais prendre d'antidépresseurs dans l'émission sur l'arnaque des antidépresseurs, mais je vous ai expliqué de quoi il en retourne. Alors, c'est la même chose. Les hormones bioidentiques ont de nombreuses propriétés extrêmement intéressantes. Ça a changé la vie de beaucoup de femmes, mais ça doit être prescrit correctement. Et de ce que j'observe à l'heure actuelle, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, encore une fois, il faut arrêter de remettre notre santé, nous les femmes, dans les mains de pseudo-experts, hein, qui n'écoutent pas comment on se sent, qui n'ont rien à faire de nos symptômes, qui se basent sur une prise de sang qui vérifie 2,21 de nos hormones pour nous dire que nos hormones sont correctes, puis que ça se passe dans notre tête et nous prescrivent un antidépresseur. À un moment donné, il faut sortir de ça. À un moment donné, il faut s'informer et il faut reprendre le pouvoir sur notre santé. Les vrais experts de notre santé, c'est nous. Maintenant, quand on a une experte de la santé, qui est la femme, et qu'on travaille avec une professionnelle de la santé qui, elle, a étudié, qui, elle, a une expertise clinique, collaboration entre l'experte de sa propre santé, qui est la femme, et la professionnelle de la santé, on peut faire une équipe révolutionnaire. On peut réellement renverser les problèmes de santé, on peut réellement viser à une santé optimale et non pas juste à masquer les symptômes. Mais il faut tenir compte de ce que la femme vit, de ce que la femme ressent et non pas juste baser toute notre intervention sur un test qui vérifie 2,21 des hormones. Hein, c'est complètement ridicule. Alors, excusez-moi, c'est une thématique qui m'affecte profondément et qui m'attriste aussi. Alors, quand j'en parle, je deviens un peu émotive et je perds le fil d'où on s'en va, mais c'est pas grave. On va reprendre, on va remonter en selle et on va repartir avec cette thématique des hormones et du sommeil. Alors, d'abord, les problèmes de sommeil sont extrêmement fréquents. Je dirais de plus en plus fréquents et selon moi, pour deux raisons particulières qui n'ont pas directement rapport avec les hormones. De manière générale, pourquoi les gens ont plus de troubles de sommeil depuis quelques années? D'abord, le manque de lumière. Parce que quand on manque de lumière, on le sait, quand on arrive à l'automne, on a l'espèce de blues de l'hiver. Le fait de manquer de lumière, ça va faire que notre rythme circadien qui gère les périodes de veille et de sommeil, qui sont régulées par une hormone qu'on appelle la mélatonine, vont être déréglés. Quand on a le manque de lumière, le corps pense qu'il est temps d'hiberner, qu'il est temps de dormir et donc on n'a pas beaucoup d'énergie et on va se forcer pour passer au travers de nos journées. Souvent, on va prendre des stimulants dans la journée parce qu'on se sent tout le temps fatigué. On a une alimentation plus réconfortante, souvent plus élevée en hydrates de carbone ou en glucides. On va voir l'impact de ça. Et donc, ça fait que la qualité de notre sommeil est moins bonne en partant. Le fait qu'on n'est pas, par exemple, exposé à la lumière du soleil dès 8 heures le matin, qui a un effet de régulation sur la production de mélatonine dans notre œil. Et donc, ça est un problème. Le deuxième problème qui est, à mon avis, le plus répandu et le plus prévalent et le plus important, je dirais même par rapport aux problèmes de sommeil, c'est l'excès de production d'hormones de stress que sont le cortisol et l'adrénaline. Parce que on est, vous le savez, d'un point de vue sociétal, euh, sous attaque depuis les 4 dernières années. Les gens ont vécu des situations extrêmement stressantes, beaucoup de deuil, beaucoup de lâcher-prise, beaucoup d'adaptation à toutes sortes de situations, allant de la faillite, allant à des deuils, allant au divorce, séparation. Et donc, tout ça a un impact sur nos glandes surrénales, qui sont les glandes dans notre corps qui produisent les hormones de stress, adrénaline, noradrénaline. L'ennui, c'est que ces mêmes glandes surrénales ont plusieurs fonctions dans notre corps, pas juste de produire des hormones de stress, mais de produire aussi nos hormones stéroïdes femelles, que sont les estrogènes et la progestérone. Alors, en temps normal, lorsque la diminution d'estrogène et de progestérone diminue à mesure qu'on avance en âge, les glandes surrénales vont produire, à partir de la matière première qui est le cholestérol, des hormones pour remplacer l'estrogène et la progestérone que nos ovaires, maintenant, fabriquent de moins en moins.
Les glandes surrénales sont aussi occupées à gérer l'inflammation dans notre corps via le cortisol, qui est une hormone de stress, mais qui est aussi une hormone qui gère l'inflammation dans notre corps. Alors évidemment, quand on a une alimentation très inflammatoire, par exemple à cause du gluten qui est aspergé avec du glyphosate, à cause d'intolérances alimentaires connues ou inconnues, à cause des gras hydrogénés, par exemple, qu'on consomme beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc, on a des gras qui sont pro-inflammatoires aussi dans notre alimentation. Bref, on a beaucoup d'inflammation et les surrénales sont obligées de produire du cortisol pour gérer l'inflammation dans notre corps et donc sont moins aptes à produire nos hormones estrogènes, progestérone qui s'en vont en déclinant. Comprenez-vous? Alors, c'est sûr que le déséquilibre hormonal va être amplifié et par l'inflammation d'une part et par le stress chronique d'autre part, parce que nos surrénales sont toujours en train de produire des hormones de stress. Alors, ça déséquilibre notre cycle hormonal et même si on n'a plus de cycle menstruel, nos hormones agissent quand même de manière cyclique dans notre corps et le stress va avoir un impact négatif là-dessus. Ce qu'on doit aussi savoir, quand on produit un excès de cortisol parce qu'on est stressé ou parce qu'on a beaucoup d'inflammation, l'hormone qui gère le sommeil dans notre corps, je vous l'ai mentionné, c'est la mélatonine. La mélatonine et le cortisol ont une action antagoniste. Alors, plus vous avez de cortisol dans votre corps, moins vous avez la capacité de produire de la mélatonine et donc de tomber endormi. Pensez-y, c'est extrêmement logique parce que le cortisol est produit quand on est stressé. Normalement, le corps produisait des hormones de stress quand on rencontrait un ours noir en allant cueillir des bleuets ou quand on rencontrait un mammouth. Pas à chaque jour quand on arrivait au bureau et chaque soir quand on rentrait à la maison. Hein, c'était des épisodes qui arrivaient une fois ou deux par année. Le corps donnait tout ce qu'il avait à donner pour lutter ou fuir l'ours noir ou le mammouth. Et après ça, on retrouvait notre état d'homéostasie, notre état d'équilibre. Aujourd'hui, si on est constamment en train de sauver de l'ours noir et de lutter le mammouth, bien, vous comprenez que nos hormones vont être complètement déséquilibrées et cet excès de cortisol va nous empêcher de dormir parce que si c'est le temps de se sauver de l'ours noir ou de lutter le mammouth, comme je dis souvent, c'est pas le temps de digérer le Big Mac, mais c'est pas le temps de roupiller non plus. C'est le temps de prendre la lutte ou la fuite. Alors, quand on a des hormones de stress constamment en circulation, le corps est tellement bien fait qu'il dit ben, c'est pas le temps de dormir. Alors, il va bloquer la production de mélatonine. Si c'est 2 fois par année, pas de problème. Tu passais peut-être une nuit blanche à raconter ton histoire de mammouth. Là, aujourd'hui, quand tu as du cortisol élevé à tous les jours, tu n'as pas de mélatonine et que tu ne dors pas nuit après nuit, on comprend que ça devient extrêmement problématique. Alors, le plus gros problème, quant à moi, des troubles de sommeil de manière générale, c'est l'excès de production d'hormones de stress parce qu'on est constamment stressé. On est stressé par les nouvelles, donc les stress émotifs, psychologiques, mais on est stressé aussi parce que notre corps est bombardé de champs électromagnétiques, bombardé de 5G, bombardé de protéines spike, bombardé d'un paquet de facteurs qui sont polluants, qui sont contre nature pour notre organisme, les métaux lourds, du fluor dans l'eau, etc., etc. Alors, le corps est constamment sous attaque et c'est pour ça qu'on fait régulièrement des détox pour essayer de réduire le fardeau toxique de ces choses sur notre corps. Mais bon, toutes ces attaques créent un stress, créent de l'inflammation et font que notre organisme est constamment sous alerte. Regardez le nombre d'enfants hyperactifs, le nombre d'adultes aussi hyperactifs, et vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, le premier problème qu'on a avec la difficulté à tomber endormi, c'est vraiment parce que notre taux de cortisol, notre taux de stress est trop élevé et ça empêche la production de mélatonine. Alors, c'est vrai avant la ménopause, entourant la ménopause et après la ménopause, mais on le ressent encore plus quand on est en transition hormonale du fait, comme je vous le disais, que les surrénales qui produisent nos hormones de stress normalement prennent le relais des ovaires en allant vers la ménopause. Et si les surrénales sont déjà euh, dépassées, épuisées à gérer le stress, la capacité à prendre le relais des hormones estrogène, progestérone ne sera pas aussi bonne
et la matière première, qui est le cholestérol, qui sert autant à fabriquer estrogène, progestérone que cortisol, eh bien, on va manquer de matière première. Alors, déjà, en partant, la question du stress, elle est cruciale par rapport au sommeil, mais encore plus entourant le cycle hormonal et la question aussi du manque de lumière, puisque ça va affecter notre capacité à réguler la mélatonine. Donc déjà, en partant, vous savez qu'à 8 heures le matin, il faut être exposé à la lumière solaire, évidemment, si vous êtes capable d'en trouver. S'il n'y a pas de lumière, si le ciel est gris, comme c'est souvent le cas au Québec, il faut se procurer des lampes pour la luminothérapie. Le point à surveiller, c'est que c'est des lampes qui doivent émettre 10 000 lux ou plus. Et vous commencez progressivement 5 minutes par jour en vous réveillant le matin et vous augmentez comme ça progressivement pour recevoir cette luminosité matinale dont votre corps a besoin pour réguler le taux de mélatonine. Et ensuite, il va falloir s'attaquer à la gestion du stress par tous les moyens dont je vous parle régulièrement et dont on va réitérer l'importance un petit peu plus loin dans l'émission. Alors, pour moi, le problème, il est avant tout celui-là. Évidemment, dès que vous êtes en âge de périménopause et de ménopause, et encore là, la périménopause, ça commence aujourd'hui dès 30 ans, parce que dès 30 ans, on commence à avoir des cycles où on n'a pas nécessairement une ovulation, donc un cycle anovulatoire, ce qui veut dire qu'on s'en va tranquillement vers un excès d'estrogène par rapport à notre progestérone, encore une fois, qu'on ne peut pas évaluer dans une prise de sang conventionnelle. Donc, dès qu'on est à partir de 30 ans, qu'on a des troubles de sommeil et qu'on consulte en médecine conventionnelle, deux options. Si vous avez un symptôme hormonal du genre bouffée de chaleur, c'est sûr qu'on va vous prescrire des hormones. Et si votre prise de sang est normale, ce qui est habituellement le cas, eh bien, on risque de vous dire que c'est dans votre tête et de vous prescrire un antidépresseur ou une benzo. Si vous avez eu le malheur de vous mettre à pleurer quand le médecin vous a demandé comment vous allez et que c'est la première fois que quelqu'un vous demande comment ça va depuis 1 an ou 2, et que là, vous êtes assise et que vous prenez une seconde pour vous demander comment vous allez et que les émotions ont monté, c'est sûr que vous repartez avec une prescription d'antidépresseur. Sinon, on va peut-être vous prescrire un sédatif ou d'autres médicaments qui affectent le système nerveux, alors qu'il y a tellement d'autres solutions à essayer avant d'en arriver là, donc beaucoup moins d'effets secondaires et qui vont vous donner des bénéfices sur plusieurs systèmes dans votre corps. Alors, selon différentes études qu'on nous propose, par exemple une qui a été réalisée en 2018, qui a été publiée dans Natural Science Sleep, on nous disait que 26 des personnes en périménopause, donc à partir de l'âge de 30 ans en réalité, et en ménopause, souffrent d'insomnie à un point que ça affecte leurs activités quotidiennes. Évidemment, différentes études, selon la grille d'analyse, selon le groupe de personnes témoins, vont arriver avec des chiffres très, très, très différents. Une autre étude qui a été réalisée via le santé des femmes, l'étude de la santé des femmes à travers les pays où soignent, on a démontré que de 16 à 42 des femmes en préménopause souffrent d'insomnie, de 39 à 47 durant la périménopause et de 35 à 60 après la ménopause. Encore là, la définition de l'insomnie peut varier, la sévérité de l'insomnie aussi. Alors, selon deux études publiées en 2021, on nous dit que réellement, c'est les changements hormonaux, la diminution d'estrogène en particulier, qui a un impact sur la qualité du sommeil. Et on incrimine aussi la progestérone parce que la progestérone est une hormone qui est productrice de sommeil. Donc, on dit très rapidement que le problème, c'est la ménopause. On ne nous parle pas de la question du stress que je viens de vous expliquer pendant plusieurs minutes. On ne nous parle pas non plus du fait, par exemple, qu'on prescrit des médicaments de type acide. Je vous ai aussi fait un live sur l'arnaque des antiacides que vous pouvez retrouver sur mes pages Facebook ou sur
ma chaîne YouTube ou encore en devenant membre de mon membership au coût de 50 annuellement. À ce moment-là, vous me faites un virement bancaire au coût de 50 à info@naturopathe.ca. Vous me donnez votre adresse courriel dans la note bancaire et vous allez avoir accès à une section réservée de mon site web où se retrouvent les lives. Et donc, je vous ai parlé de l'arnaque des médicaments antiacides et on pousse beaucoup ces médicaments chez la population globale, mais particulièrement les femmes ménopausées. Et on sait que ces médicaments vont bloquer non seulement l'acide, mais aussi l'absorption des protéines, des acides gras et des vitamines. Alors, particulièrement des minéraux. Mais si on bloque la production des protéines, les neurotransmetteurs, les hormones comme la mélatonine, comme la sérotonine, on a vu que la mélatonine, elle est responsable du cycle de sommeil. Mais la mélatonine, elle est faite à partir de nos protéines. Quand on digère nos protéines, on les sépare en différents acides aminés. Il y en a un qui s'appelle L-tryptophane. Le tryptophane est converti en 5-hydroxytryptophane, qui est converti en sérotonine, qui est éventuellement converti en mélatonine. Alors, si, un, vous manquez de protéines dans l'alimentation, ou deux, vous prenez un médicament antiacide qui vous empêche d'absorber vos protéines, vous allez faire comment pour produire de la mélatonine? Vous n'y arriverez pas. Mais ça, on n'en parle pas parce que dans une consultation qui dure entre 5 et 10 minutes chez un médecin, on n'a pas le temps de vérifier si vous consommez des protéines suffisamment, 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Est-ce que vous absorbez vos protéines ou est-ce que vous prenez des médicaments de style antiacide ou des inhibiteurs de pompe à protons qui vous empêchent d'absorber vos protéines? On ne vérifie pas non plus si vous avez les cofacteurs nécessaires à la production de la mélatonine, comme les vitamines du groupe B, particulièrement la B6, le magnésium, qui est impliqué dans cette conversion de l'acide aminé qu'on appelle tryptophane à partir de nos protéines en mélatonine. Tout de suite, on prescrit des hormones ou des somnifères ou encore des antidépresseurs. Alors, c'est vraiment malheureux que très rapidement, on saute à la conclusion que parce que vous êtes une femme en périménopause ou en ménopause, le problème, ça doit être la carence d'hormones. Plusieurs médecins ne savent même pas que plusieurs médicaments qu'ils prescrivent ont un impact négatif sur le sommeil. Je viens de vous parler des médicaments antiacides et des inhibiteurs de pompe à protons qui sont extrêmement répandus. D'autres médicaments, comme les bêta-bloqueurs, par exemple, qui sont des médicaments qui bloquent la production d'hormones de stress, mais aussi de mélatonine. On donne les bêta-bloqueurs pour les problèmes cardiaques, pour les problèmes de tension, les médicaments corticostéroïdes. Et ça inclut les crèmes à la cortisone. Tout ce qui s'appelle cortisone, ça a un impact négatif sur votre sommeil. Alors, avant de sauter aux pannes de prescription pour des hormones ou encore des antidépresseurs, il faudrait regarder dans la liste de vos médicaments s'il y a parmi ces médicaments des facteurs qui pourraient empêcher votre sommeil. Dernièrement, c'est arrivé à une de mes patientes qui était en sevrage. Et elle s'est mise à voir, parce que le corps veut détoxifier ces médicaments qui sont très toxiques. Alors, elle avait beaucoup de démangeaisons au niveau de la peau, qui est un effet secondaire connu du médicament qu'elle prenait. Et donc, pour calmer les démangeaisons, elle est allée à la pharmacie, la pharmacienne lui a prescrit du Réactine. Mais il y a dans le Réactine un ingrédient qui peut interférer avec le sommeil, et c'était son cas. Elle n'en pouvait plus parce que, en plus d'être en sevrage d'un médicament sédatif, eh bien, maintenant, elle avait le Réactine qui l'empêchait de dormir. Alors, il faut déjà vérifier dans ce qu'on prend. C'est pour ça que quand on fait des consultations, je fais compléter un questionnaire de 17 pages dans lequel il y a une section au complet dédiée aux médicaments que vous prenez, parce que parmi vos médicaments, il y a des facteurs qui peuvent expliquer vos symptômes. Soit parce que c'est carrément un effet secondaire, comme dans le cas du Réactine, ou encore parce que, par exemple, vous prenez un médicament antiacide qui, en tant que tel, n'empêche pas de dormir, mais s'il vous empêche d'absorber vos protéines et votre magnésium,
qui peuvent vous permettre de fabriquer de la mélatonine, vous comprenez que ça a un impact sur votre sommeil. Donc, il faut regarder tous ces facteurs-là. Et ça me prend, dans mon cas, un questionnaire de 17 pages. J'ai 1 heure et demie de consultation. Alors, quand les gens me disent, j'ai un trouble de sommeil, qu'est-ce que tu me recommandes? Bien, un trouble de sommeil, parce que vous prenez un médicament antiacide, c'est pas le même trouble de sommeil que parce que vous avez une méga chute d'estrogène à 30 ans, parce qu'on vient de vous faire une hystérectomie totale, qu'un trouble de sommeil entre 1 heure et 3 heures du matin parce que vous avez le foie engorgé. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Et pour ça, bien, il faut passer au travers une série de questions. Un questionnaire de 17 pages et 1 heure et demie de consultation. Alors, c'est pas si simple que ça a l'air et c'est pas vrai que la solution hormonale avec une dose qui est la même dose pour tout le monde ou qui est basée sur une prise de sang qui vérifie 2,21 de vos estrogènes va convenir à tout le monde. Si vous avez déjà un foie engorgé, si vous avez déjà une prescription de médicaments qui empêche de fabriquer de la mélatonine, quand même, vous prendrez encore plus d'hormones et encore plus de médicaments. C'est pas ça qui va résoudre votre problème. Et en plus, vous allez rentrer dans un cercle vicieux de dépendance et d'effets secondaires. Alors, il faut vérifier les médicaments. Je vous ai parlé des antiacides, des inhibiteurs de pompe à protons, les bêta-bloqueurs, les médicaments corticostéroïdes, incluant les crèmes à la cortisone, les fameuses statines. Ça aussi, j'ai un live qui s'appelle Le mythe du cholestérol que je vous invite fortement à écouter. Je pense que c'est un de mes lives les plus écoutés à vie. Donc, si vous prenez des statines, allez absolument écouter ce live. Les statines, c'est euh, les médicaments qu'on prescrit contre le cholestérol et les médicaments antidépresseurs aussi. Il y a beaucoup de corrélations entre la dépression et l'anxiété et les troubles du sommeil. Évidemment, je vous ai dit que la sérotonine est le précurseur de la mélatonine. Donc, s'il y a une dérégulation dans la voie de sérotonine-mélatonine, il est possible que ça affecte aussi votre sommeil. Et souvent, la dérégulation, elle est pour la même cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de protéines ou qu'elles sont mal absorbées et qu'on n'a pas les cofacteurs pour faire le travail, que sont le complexe B et le magnésium. Alors, il faut déjà vérifier ça avant de sauter à ces conclusions. On vous a dit qu'il y a souvent des corrélations entre les troubles de l'humeur. Les troubles de l'humeur sont évidemment aussi exacerbés, aggravés par le déséquilibre hormonal et inversement, quand nos hormones chutent, ça a un impact sur notre humeur. Je vous ai présenté le 8 mars dernier gratuitement le webinaire J'ai mal à mes hormones, justement pour vous expliquer les liens entre les hormones et les neurotransmetteurs. Alors, c'est sûr que quand on entre dans cette spirale, ce cercle vicieux infernal de manque de sommeil, de troubles de l'humeur, d'hormones déséquilibrées, c'est comme si ça déboule à partir de là, mais il y a de l'espoir. C'est à travers tout ça qu'on passe dans le programme Équilibrer vos hormones naturellement. Et le bon côté, c'est que comme il y a des cercles vicieux, il y a des cercles vertueux. Quand on commence à rétablir la consommation de protéines, qu'on s'assure de les absorber, qu'on donne les cofacteurs, les complexes B, le magnésium et tout ça, eh bien, on commence à avoir une amélioration de nos symptômes, mais de tous nos symptômes, et non pas juste, par exemple, des bouffées de chaleur ou juste, par exemple, de l'insomnie. Alors, tout ça travaille ensemble. Alors, une autre des causes qu'on retrouve en arrivant à la ménopause, c'est lorsque on a la chute de notre taux d'estrogène et de progestérone, ça affecte notre métabolisme. Vous savez, le fameux 10 livres qu'on prend toutes quand on arrive à la périménopause, ménopause, et les femmes se débattent contre ce 10 livres. Ça, c'est la sagesse du corps pour stocker les estrogènes dans le tissu adipeux pour qu'on en ait toujours une petite quantité pour les urgences. Donc, il ne faut pas lutter contre ce 10 livres, ça fait partie de notre charme, ça vient avec la beauté de la ménopause. Et le petit 10 livres, il remplit les rides aussi. Donc, arrêtez de lutter contre ça. Acceptez-vous comme vous êtes, dans toute votre splendeur, dans toute votre imperfection et embrassez ce 10 livres avec tout ce dont vous êtes capable parce que c'est là que vous allez stocker des réserves d'estrogène qui vont aider à construire, à réduire les bouffées de chaleur, à réduire tous les symptômes qu'on connaît, sécheresse vaginale et tout ça, associés à la chute des estrogènes. Donc, notre métabolisme, en allant vers la ménopause, ralentit. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur aussi de perdre le poids. Le corps a tendance à plus stocker qu'à brûler parce que normalement, on diminue aussi notre niveau d'activité en allant vers la ménopause. Ce que je vous dis là,
encore une fois, ce ne sont pas des fatalités. C'est ça qu'on observe dans la population générale, mais très souvent, c'est parce que les gens ont plus envie. C'est l'hiver plusieurs mois par année au Québec, on a peur de faire une chute sur la glace et de se blesser, on s'enferme, on bouge moins, on a peut-être moins d'amis en vieillissant, on s'alimente peut-être moins bien parce que maintenant on vit seul, on n'a plus à faire à manger pour toute la maisonnée. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui vont converger pour créer cette situation qu'on va blâmer sur la ménopause. Mais en réalité, c'est peut-être qu'on a changé plusieurs choses dans notre mode de vie. Donc, le métabolisme va ralentir et la prise de poids, par contre, peut avoir un impact sur notre sommeil. Bon, le 10 livres, on le dit, ça vient avec la ménopause. Mais si c'est 50 livres, là, c'est plus la même chose parce que cet excès de poids peut contribuer à l'apnée du sommeil. Vous savez, on stocke du gras à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et donc, ça peut obstruer nos voies respiratoires et contribuer à l'apnée du sommeil. Et donc, l'apnée du sommeil, encore là, on va essayer de lui vendre un CPAP et d'embarquer dans toute cette autre galère-là. Ça aussi, ça serait un bon sujet de santé sans censure. Mais la première chose à faire, c'est de réduire notre poids, d'avoir le poids sous contrôle parce que si on a trop d'excès de poids, ça peut affecter, surtout si on dort sur le dos, notre capacité à respirer correctement et amener vers l'apnée du sommeil. Ce qui arrive aussi, c'est qu'en déséquilibre hormonal, la chute des hormones peut faire que les tissus sont plus laxes. Vous savez, quand on est enceinte, hein, notre bassin se disloque pour nous préparer à pouvoir laisser passer l'enfant par le canal vaginal. Eh bien, nos tissus sont beaucoup plus laxes quand on est en déséquilibre hormonal et ça peut faire justement qu'il y ait euh, des mouvements à l'intérieur de notre trachée qui soient contraires à la bonne respiration. Et donc, tout ça peut affecter euh, notre capacité à bien dormir et même à souffrir d'insomnie. Ensuite, les rythmes circadiens, encore là, les recherches vont dire qu'après la ménopause, les rythmes circadiens, c'est-à-dire de sommeil-veille, vont être altérés. Mais pensez-y, si après la ménopause, on est moins active, on est peut-être à la retraite maintenant, alors on ne va plus marcher le matin pour se rendre au travail, exposer nos yeux à la lumière du soleil à 8 heures le matin, faire un petit peu d'activité physique, euh, avoir un horaire régulier, eh bien, tout ça a un impact sur nos rythmes sommeil-veille. Alors, avant de juste dire, bon, c'est la ménopause, il faut voir qu'est-ce qu'on a changé aussi en allant vers la ménopause. Je vous dis, c'est pas parce que deux facteurs arrivent en même temps qui sont causatifs l'un de l'autre. Hein? Alors, est-ce que c'est vraiment le fait qu'on a une diminution hormonale ou c'est parce qu'on a pris notre retraite? On s'est séparés, maintenant on vit seul. On a commencé à prendre des médicaments antiacides. On a un taux de stress élevé depuis 4 ans parce que à tous les jours, ils vous parlent de mesures et d'injections et de ci et de ça. Alors, il faut tenir tous ces facteurs-là en compte avant de dire on va tout résoudre avec une hormone ou avec un antidépresseur. Alors, on a parlé de l'apnée du sommeil. Bon, ensuite, l'alimentation. Qu'est-ce qu'on devrait regarder du côté alimentaire? Bon, je vous ai parlé qu'il faut avant tout s'assurer qu'on a suffisamment de protéines et que nos protéines sont bien assimilées parce qu'on ne prend pas de médicaments tels les antiacides, tels les inhibiteurs de pompe à protons. Là, si vous me dites, ah, mais je suis obligé de les prendre, sinon j'ai des reflux acides, allez écouter l'émission sur les antiacides et vous allez tout comprendre et vous allez savoir quoi faire avec ça. Ou encore mieux, inscrivez-vous au programme équilibrer vos hormones naturellement parce qu'on va parler de tout ça. Donc, il faut s'assurer d'avoir suffisamment de protéines dans notre alimentation. Si vous n'avez pas beaucoup d'appétit, vous n'avez pas envie de faire des gros repas et tout ça non plus, eh bien, tout simplement, rajoutez un supplément de protéines en poudre. Vous faites un smoothie le matin. Si vous prenez, par exemple, un supplément comme le Advance Whey à base de protéines de petit lait, vous avez 22 grammes de protéines par portion. La plupart des femmes, quand je fais un bilan alimentaire, vont avoir à peu près une quarantaine de grammes de protéines dans leur alimentation quotidienne. Mais si vous pesez 65 kilos et vous avez 40 grammes de protéines, il vous en manque 25. Alors, à tous les jours, vous manquez d'un tiers de la quantité de protéines que vous devriez consommer. C'est sûr que ça va finir par affecter non seulement le sommeil, mais la qualité de votre peau, votre masse musculo-squelettique, parce que les muscles et les os contiennent beaucoup de collagène et le collagène
dépend de l'apport en protéines également dans notre corps. C'est pas tout prendre un supplément de collagène, il faut s'assurer d'avoir assez de protéines et bien sûr de les assimiler en ne prenant pas de médicaments qui bloquent l'absorption des protéines. L'autre chose importante à considérer du côté alimentaire pour le déséquilibre hormonal et l'insomnie associée au déséquilibre hormonal, c'est l'index glycémique. Alors, il faut vraiment réduire la consommation de sucre. Et ça, je vous en parle souvent. J'en ai parlé dans plusieurs lives. Je vous ramène à mes capsules, les 31 capsules sur la santé des seins que vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Et j'en parle abondamment du sucre et j'ai fait aussi un santé sans censure sur le sucre. Il faut faire attention parce que quand on parle du sucre, les gens sont toujours en train de me dire que ah, je n'en consomme pas de sucre, moi, je n'ai pas de sucre blanc à la maison, j'utilise juste du sirop d'érable ou du lait. Tous les sucres sont convertis en glucides simples à l'intérieur de notre corps. Donc, ultimement, oui, il y a des meilleures ou des moins bonnes qualités de sucre, mais quand on parle de charge glycémique, d'index glycémique, le sucre, c'est du sucre. C'est-à-dire que on parle des glucides qu'on retrouve dans le pain, dans les pâtes ou dans les fruits. Ultimement, vous avez un impact sur votre taux de glucides. Évidemment que quand vous mangez des fruits, il y a plein de fibres. Ce sont des sucres simples qui sont très rapidement absorbés par votre corps, qui vont avoir moins d'impact sur le taux de glycémie que si vous consommez, par exemple, des bonbons ou si vous mettez 3 cuillères à thé de sucre dans votre café ou vous consommez 45 grammes de sucre dans une boisson gazeuse. Alors, il y a vraiment des différences entre les sucres, mais ce qu'on doit retenir, c'est que c'est pas parce que vous consommez pas de sucre blanc de votre sucrier que vous n'avez pas nécessairement un index glycémique élevé. Par exemple, l'alcool, le vin blanc particulièrement, contient beaucoup de sucre. Alors, il faut bien vérifier tout ce qu'on consomme pour réduire l'index glycémique. Et ce n'est pas juste moi qui vous en parle. La grosse étude que je vous mentionne souvent aussi, dont je vous ai parlé des hormones la semaine dernière, le Women's Health Initiative, qu'on a déployé de 1994 à 2001, a vraiment démontré une corrélation entre l'index glycémique et la qualité du sommeil, mais aussi des bouffées de chaleur chez les femmes qui étaient ménopausées. Donc, encore là, il y avait beaucoup de femmes infirmières dans cette étude et des femmes qui travaillent sur des corps de travail, qui ont un sommeil justement souvent dérégulé et qui peuvent avoir des pertes d'énergie, qui vont prendre un café en pleine nuit ou une tablette de chocolat pour passer à travers leur corps de travail. Et on voit que lorsqu'il y a une consommation accrue de sucre ou qu'on a une alimentation avec un index glycémique élevé, il y a un impact négatif au niveau de la qualité du sommeil et de l'intensité des bouffées de chaleur. Alors, encore une fois, il faut que 80 de notre alimentation soit composée de fruits et de légumes et le 20 restant de sources de protéines. Ça peut être des protéines animales ou végétales selon votre zone de confort. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai publié une photo de Lenny Kravitz qui a 59 ans et qui a des abdominaux très, très bien définis. Et Lenny Kravitz est un vegan. Et j'ai dit, voici Lenny Kravitz, 59 ans, vegan. Et là, les débats sont partis. Le véganisme, c'est bon, c'est pas bon. Végétarien, c'est bon, c'est pas bon. Moi, je crois pas à ça. Le but, c'est pas ça. Quand je vous présente des photos de personnes qui vieillissent bien, c'est pas pour faire la promotion ni du véganisme, ni du carnivorisme, ni de rien de ça. C'est juste que on nous montre, on utilise des femmes de 25 ans pour présenter des crèmes anti-âge. On ne nous montre jamais des gens vieillissants. C'est comme un tabou dans notre pop culture et de notre génération. On cache toujours les corps vieillissants, les femmes vieillissantes particulièrement. Et donc, je vous montre des modèles de gens qui vieillissent bien parce que on se fait toujours abreuver du même modèle de gens tout courbés qui font de l'ostéoporose puis des maladies cardiovasculaires en vieillissant. Et ça crée un portail culturel qu'on pense que tous les bobos qu'on a en vieillissant, c'est pas parce qu'on a arrêté de faire du sport, c'est pas parce qu'on est déprimé, on n'a plus de projet de vie, on a le syndrome du nid-vide, c'est pas parce qu'on fait plus à manger, puis on mange du Bovril puis du Jello, parce qu'on est ensemble de personnes âgées puis qu'on a des carences incroyables. Non, non, c'est parce qu'on vieillit. Faut arrêter ça aussi.
faut arrêter, c'est du conditionnement. Ça fait 4 ans qu'on vous parle de propagande, mais la propagande, elle est extrêmement présente au niveau de la santé. Plus on vous convainc, plus on vous brainwash qu'en vieillissant, il faut prendre des hormones, puis il faut prendre des médicaments antiacides, puis il faut prendre des statines pour pas faire de crise cardiaque, alors qu'il y a une relation inversement proportionnelle avec le taux de mortalité de toutes causes confondues, avec une réduction du taux de cholestérol. On vous convainc d'un paquet d'affaires parce que c'est payant. Je vous le dis tout le temps, follow the money. C'est pas la science qui suit, c'est le money. Alors, évidemment qu'on va vous convaincre que tous les bobos que vous avez, c'est parce que vous êtes vieux. Comme si on ne pouvait pas vieillir en santé. Il y a combien de gens qui sont plus en forme à 50, 60 ans? La femme la plus vieille bodybuilder professionnelle au monde, elle a commencé à faire du bodybuilding à 54 ans. Elle n'a pas commencé à 20 ans, là. Elle a commencé à 54 ans. Elle est rendue dans ses 80. Elle a un chum qui est genre 20 ans plus jeune qu'elle. Alors, il y a absolument moyen de vieillir en beauté sans être médicamenté. Je vous dis tout le temps que la majorité des Canadiens de plus de 60 ans consomment plus que 6 médicaments prescrits par jour. 6, imaginez si vous avez 2-3 pilules de chaque, vous êtes entre 12 et 18 et 24 médicaments. Pilules que vous prenez par jour. Tu sais, les dosages en pharmacie, là. Mais c'est sûr que plus on vous le vend, ce modèle-là, de personnes qui vieillit puis qui fait nécessairement de l'ostéoporose, puis qui est obligé de prendre des statines pour pas que le cœur explose, puis qui est obligé de prendre des antiacides pour pas que l'acide lui sorte par le nez en dormant, puis qui a besoin d'une machine pour respirer en dormant au lieu de perdre un 20 livres. C'est sûr que c'est payant, ce modèle-là. Après ça, il faut se demander si c'est ça la vérité. Et puis, comme si vous me suivez, vous savez très bien que, évidemment, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que je vous dis. Donc, l'index glycémique, c'est particulièrement à prendre en considération. L'autre chose qu'on doit comprendre, c'est que quand on consomme des produits qui contiennent beaucoup de glucides, ce que ça va faire, c'est que notre pancréas doit envoyer une décharge d'insuline pour ramener notre glycémie à l'intérieur de la normale. Ça fait partie des 3 priorités du corps, c'est de maintenir la glycémie dans un taux constant. Alors, quand on mange des aliments qui ont un index glycémique élevé, ça fait pas un pic de sucre. Et là, le corps, avec le pancréas, envoie de l'insuline pour ramener le taux de sucre à la normale. Mais quand on fait ça trop souvent, le pancréas devient éventuellement hyper réactif, envoie trop d'insuline et là, vous tombez en hypoglycémie. Donc, au lieu de ramener juste le sucre à la normale, il envoie une trop grande charge d'insuline et vous tombez avec un taux de sucre trop bas. Donc, vous êtes en hypoglycémie. Et là, quand on est en hypoglycémie, on peut avoir une bouffée de chaleur, on peut avoir envie de manger du sucre, on s'étourdit, on a le cœur qui débat, on n'est vraiment pas bien. Et là, quand on est en hypoglycémie, les surrénales doivent ramener le taux de sucre à la normale. Alors, c'est les surrénales qui envoient une charge d'adrénaline pour ramener ça. Et la charge d'adrénaline, souvent, va déclencher une bouffée de chaleur. Donc, le taux de sucre a un impact direct sur l'état de nos surrénales puis notre équilibre hormonal. Alors, c'est vraiment important de maintenir notre charge glycémique dans un niveau acceptable. Il faut faire attention, surtout si vous remarquez que quand vous consommez des glucides, ça a un impact sur votre état, ou vous vous endormez après avoir mangé des glucides et tout ça, ou vous avez des palpitations ou des bouffées de chaleur, bien, c'est à cause de ça. C'est que vous êtes rendu trop sensible à la variation de glycémie. Vous envoyez trop d'insuline, votre taux de sucre chute et vos surrénales, via l'adrénaline, remontent le taux de sucre. Alors, ça épuise encore plus vos surrénales, qui sont de moins en moins capables de normaliser votre taux d'estrogène et de progestérone. Et donc, ça va affecter toujours de plus en plus votre humeur et votre capacité à dormir. Donc, l'index glycémique est super important, en plus de la quantité de protéines par rapport à se sentir bien, mais pouvoir dormir correctement à la fin de la journée aussi. Encore une fois, si l'adrénaline et le cortisol sont élevés parce que vous avez mangé du sucre et que les surrénales ont dû remonter ça, vous ne pourrez pas produire de mélatonine à la fin de la journée et tomber endormi. Comprenez-vous? Donc, tout ça, ça se tient ensemble. Et il n'y a pas de solution simpliste. Gardez le tableau global et travailler sur chacun de ces points. C'est pour ça que c'est un programme en 6 modules que je vous offre pour adresser chacun de ces facteurs. Alors,
Qu'est-ce qu'on va faire du côté des solutions? Ben, on a déjà parlé de l'apport en protéines, s'assurer qu'on les absorbe. On a parlé de faire attention à l'index glycémique et on peut aller équilibrer nos hormones de manière naturelle. Évidemment, il faut travailler avec les symptômes parce que, comme je disais, la prise de sang, ça ne convient pas pour vérifier l'équilibre hormonal. Sinon, il faut y aller avec des tests salivaires ou des tests urinaires. Et là, c'est des tests de médecine fonctionnelle que vous pouvez faire à travers moi ou d'autres praticiens en médecine fonctionnelle. Et donc, on peut, sur la base des symptômes, parce que de toute façon, vous n'allez pas vous nuire. Si vous savez que vous êtes une femme de 50 ans, on se doute bien que votre quantité d'estrogène et de progestérone a diminué. Alors, même si on n'a pas le taux exact, ça ne vous empêche pas de consommer des produits à base de soya. Vous avez une capsule au complet sur les phytoestrogènes et un santé sans censure au complet sur les phytoestrogènes, donc vous pouvez aller écouter. Mais les phytoestrogènes, ce sont les hormones produites par les plantes qu'on retrouve en grande quantité dans le soya, dans la graine de lin, dans des plantes comme lacté à grappe noire, une partie spécifique du houblon qu'on appelle 8-prénylnaringénine ou 8-PM, qu'on trouve dans des produits brevetés comme le Estro-Adapt chez Aware, qui est très intéressant, pour aider à contrôler les fameuses bouffées de chaleur. Et là, les femmes me disent, « Ah, mais c'est dangereux, les phytoestrogènes, si on a eu un cancer du sein. » Non, ça va moduler, ça va occuper le site récepteur à estrogène et empêcher justement que l'estradiol du corps vienne le stimuler ou encore que les estrogènes qui proviennent des plastiques et des trucs dérivés du pétrole de l'environnement viennent les déclencher. Donc, vous pouvez aller vous informer davantage là-dessus. En attendant, sachez que les phytoestrogènes peuvent vous aider. Les produits du soya, évidemment, il faut absolument choisir des produits de soya biologique, donc qui n'est pas modifié génétiquement. Et idéalement, du soya fermenté, c'est mieux comme le miso ou le tempeh. Ensuite, la progestérone, ben, on n'a pas malheureusement de produits qui ressemblent à la progestérone dans les plantes. On en a qui ressemblent aux estrogènes, mais on n'en a pas pour la progestérone. Ce qu'on doit faire pour favoriser la production de progestérone, c'est faire attention à nos glandes surrénales. Donc, mes programmes dont je vous parle régulièrement, la gestion du stress, la santé des surrénales, il faut préserver nos surrénales. Une des façons de le faire, c'est de gérer le stress, mais aussi de gérer la quantité de glucides, comme on l'a mentionné, faire attention à ça. Et nos surrénales vont produire la progestérone qu'ils doivent produire. Le cas échéant, si ce n'est pas assez, on peut aller vers de la progestérone bioidentique. Encore là, ça doit être dosé correctement. Du côté des suppléments, qu'est-ce qu'on peut faire? Le premier supplément pour moi, ce serait les protéines si vous en avez pas assez du côté alimentaire. Évidemment, le mieux, c'est d'aller chercher 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Mais pour les gens qui n'y arrivent pas du côté alimentaire ou que de temps en temps, le matin, on n'a pas le temps de déjeuner puis on veut partir avec un shake, on peut le prendre sous forme de supplément. Les oméga-3 peuvent être intéressants. Je recommande surtout à la ménopause de prendre les oméga-3 du côté alimentaire, par exemple, en allant vers des poissons c'est mieux d'aller vers des poissons sauvages, là, évidemment, que des poissons d'élevage qui sont de très, très mauvaise qualité pour consommer les oméga-3 parce que si on consomme trop d'oméga-3 ou d'huile de bourrache, ça peut congestionner notre foie et là, on va rentrer dans un autre cercle vicieux. Donc, faire attention. Si vous prenez déjà des oméga-3 et que ça vous fait du bien, il n'y a pas de problème, continuez à les prendre. Mais c'est juste qu'il faut faire attention pour certaines femmes parce que ça peut être trop lourd au niveau de la digestion et justement occasionner des reflux acides. Autre point intéressant à incorporer du point de vue des suppléments, ça va être les fameuses vitamines B complexes. Je vous parle toujours de l'importance de prendre des B sur leur forme bioactive, c'est-à-dire des B qui sont déjà prêtes à être utilisées par le corps dans des produits comme le Advanced B complexe de la marque Aware, mais maintenant, il y a d'autres compagnies qui ont copié le principe et ça nous permet de passer outre certaines petites variations génétiques qu'on pourrait avoir. Alors, les vitamines B, très importantes, non seulement pour nous aider à fabriquer la mélatonine, mais pour nous aider à gérer les hormones dans notre foie, nous aider à nous détoxifier, nous aider à calmer notre système nerveux de manière générale. Donc, les vitamines B complexes
dans leur forme bioactive. Vous pouvez demander l'aide aussi des naturopathes qui travaillent dans les grandes surfaces comme les magasins Avril, Moisson, etc. Le magnésium est un autre élément dont je vous parle régulièrement. J'ai fait plusieurs lives sur le magnésium. Le magnésium est impliqué dans 300 réactions enzymatiques. Alors, dès que vous avez une carence, c'est pratiquement tout le monde qui est carencé en magnésium, ça peut affecter votre capacité à dormir, donc parce que votre capacité à produire de la mélatonine. Le magnésium a un effet relaxant aussi. Un des bons moyens de bénéficier du magnésium en plus de se supplémenter, c'est de prendre des bains de sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium. Donc, vous mettez 2 tasses de sel d'Epsom par bain et vous restez au moins 20 minutes. Il faut saturer l'eau pour que par osmose, le magnésium pénètre dans notre corps et ça va avoir un effet relaxant. Donc, particulièrement si on vit tendu, si on vit stressé, le magnésium va être une aide précieuse si on prend ce supplément, favoriser un glycinate et en prendre au moins 300 mg par jour. Les suppléments de mélatonine aussi peuvent être intéressants, mais encore une fois, si le problème, c'est un taux de cortisol élevé le soir parce que vous êtes constamment stressé, des fois, vous allez comme combattre le supplément de mélatonine. Les gens aussi, des fois, me disent, ah, moi, j'ai pris la mélatonine, ça ne fonctionne pas. C'est sûr que si vous ne prenez pas le complexe B, vous ne prenez pas le magnésium, vous n'avez pas les cofacteurs pour utiliser la mélatonine correctement. Et il faut en prendre suffisamment. Pour la majorité, ça va être au moins 5 mg de mélatonine pour avoir un effet intéressant. Et ça arrive que lorsqu'on commence à prendre la mélatonine pendant environ 5 jours, on peut avoir des rêves très intenses. C'est comme si votre cerveau fait le ménage et éventuellement, ça se régule. Mais ça peut arriver dans les premiers temps qu'on ait cette situation avec la mélatonine. Il y a beaucoup de mélanges sur le marché qui existent de produits qui favorisent le sommeil. Un que j'affectionne particulièrement, c'est le OrthoSleep, encore une fois de la marque Aware. Je n'ai pas d'affiliation commerciale avec Aware, mais j'ai travaillé pour eux durant plus de 13 ans, donc je connais excessivement bien ces produits. Il y en a que j'ai participé à la formulation, je les ai enseignés, j'ai écrit sur ces produits, alors c'est sûr que je les ai beaucoup utilisés en clinique et c'est ceux que je connais le mieux. C'est pour ça que je vous en parle. Des fois, il y a des équivalents dans d'autres gammes, mais je ne peux pas connaître les 300 gammes de produits qu'il y a au Québec. Donc, je vous recommande ceux que je connais bien. Si vous trouvez l'équivalent dans une autre gamme, vous y allez. Je n'ai pas de vente de produits qui m'attendent. Alors, je vous en donne parce que quand je ne vous donne pas de marque, après, je reçois 50 messages de gens qui me disent, moi, je prends celui de telle marque, c'est-tu correct? Je n'ai pas le temps d'analyser ça. Je ne peux pas vous faire de recommandations spécifiques parce que quand je fais ça, ça devient une recommandation naturopathique. Et si je fais une erreur, vous pouvez enclencher une, voyons, une demande contre moi. Donc, une poursuite, pardon, je n'avais plus le mot en français, une demande en espagnol, une poursuite judiciaire. Et donc, quand je n'ai pas votre dossier au complet, je ne peux pas répondre à ce genre d'informations pour ma protection, mais aussi pour la vôtre. Alors, demandez-moi pas si vous prenez ça, c'est-tu correct? Là, vous prenez des hormones bioidentiques, c'est-tu correct? C'est des cas qu'on doit faire en consultation quand j'ai tout votre dossier et que vous avez 100 de mon attention, pas pendant que je t'enfile à la banque ou au supermarché. Donc, c'est important de maintenir l'information dans un cadre, encore une fois, pour votre protection et pour la mienne. Donc, pour les suppléments, ça serait vraiment mes premiers choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais il faut déjà couvrir nos bases. Comme je dis souvent, le corps, il n'y a pas de carence, par exemple, en lavande et en camomille. Il y a des carences en vitamine B, en magnésium, en éléments comme ceux-là, en protéines. Donc, il faut s'assurer déjà qu'on a nos choses de base avant d'aller vers des produits plus sophistiqués, entre guillemets. Ensuite, l'activité physique va avoir un impact positif et pour la régulation hormonale, ça aide aussi à favoriser un bon mouvement intestinal parce que la constipation va nuire à notre équilibre hormonal. Donc, ça nous aide à bien digérer, ça nous aide à avoir une régularité, ça nous aide à évacuer le stress, ça aide à bouger notre système lymphatique, notre circulation sanguine, donc à oxygéner notre corps, à faire circuler les nutriments, mais aussi à éliminer les toxines. Donc, l'activité physique très importante pour favoriser l'équilibre hormonal et le sommeil. Vous pouvez commencer par 20 minutes, 5 fois par semaine. C'est une petite marche tous les matins à 8 heures pour bénéficier de la lumière solaire.
parce que la vitamine D aussi, qu'on produit quand on est exposé à la lumière solaire, est importante pour réguler l'humeur et réguler la mélatonine. Donc, l'activité physique. À part de ça, lavande et hypnose sont deux autres options. L'huile essentielle de lavande, dans une étude où les participants avaient inhalé de l'huile essentielle de lavande pendant 12 semaines, les participants avaient vu une réduction de 50% des bouffées de chaleur qui risquent d'interférer avec le sommeil et une amélioration de la qualité du sommeil. Une étude de 2019 au niveau de l'hypnose a démontré qu'on pouvait non seulement améliorer le sommeil, mais réduire encore là de 50% les bouffées de chaleur grâce à l'hypnose. Alors maintenant, je vais vous donner une série de petits trucs, souvent que les gens qui souffrent d'insomnie connaissent, mais quand même, ça ne fait pas de mal de les répéter. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'installer une routine, essayer de se coucher à peu près à la même heure tous les soirs et se réveiller à la même heure tous les matins. Des fois, quand on a de l'insomnie et qu'on a réussi à dormir 2-3 heures l'après-midi, on se dit, oh, mais j'en avais besoin. Sauf que, évidemment, ça va être plus difficile de dormir le soir d'après. Alors, c'est mieux d'essayer de combattre le sommeil pour dormir ensuite à une heure normale. Il faut absolument éviter l'exposition aux écrans cathodiques de téléphone, d'ordinateur, mais aussi les télés intelligentes, au moins 90 minutes avant d'aller se coucher. Et on a des rythmes de sommeil. C'est important d'être dans notre lit à ou environ à 22 heures le soir parce qu'on a une des vagues de sommeil profond qui s'en vient et on a la production de notre hormone de croissance aussi qui survient à cette heure-là. Donc, ça veut dire à partir de 20h30, on devrait arrêter de s'exposer à la lumière bleue des écrans, avoir minimalement un filtre si on doit travailler un peu plus tard et faire de la lecture avec un bon vieux livre, pas de Kindle et tout ça, mais avec un bon vieux livre ou des jeux de cartes, des jeux de société, faire des choses qui nous détendent, écouter de la musique calmante, mais éviter d'être stimulé parce que, encore une fois, ça va augmenter le cortisol et bloquer notre capacité à produire de la mélatonine. D'ailleurs, à cet effet, il faut dormir dans une chambre qui est complètement obscure. Ça nous prend des rideaux blackout qui laissent pénétrer aucune lumière et de la même façon, ne pas avoir de lumière dans la pièce, par exemple, des voyants lumineux après des appareils électroniques. Et de la même manière aussi, éviter d'avoir un cadran dans la chambre. J'ai déniché une étude intéressante qui date de 2023 qui nous dit que lorsque les personnes se réveillent dans la nuit et qu'elles regardent leur horloge, elle va déclencher les hormones de stress et un niveau d'anxiété qui va contribuer à l'insomnie. Donc, c'est vraiment démontré scientifiquement. Il faut absolument éviter de regarder l'heure quand on se réveille la nuit. Il faut faire attention à la consommation d'alcool, de café, évidemment, mais aussi de nicotine. Des fois, on a l'impression que l'alcool, ça nous détend et que ça va favoriser notre sommeil, mais en réalité, l'alcool est un excitant du système nerveux et ça va avoir un effet contraire à ce qu'on recherche. Euh, l'activité, ah oui, l'activité physique, on la pratique, mais on essaie de le faire plutôt le matin. Il y a des gens qui vont s'entraîner le soir, mais pour beaucoup de personnes, ça va avoir un effet stimulant, l'entraînement le soir. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil, à plutôt s'entraîner tôt dans la journée que tard le soir. On évite de consommer aussi des gros repas en soirée. On peut manger une petite source de protéines. Des fois, je vais dire une demi-mesure de poudre de protéines ou encore un demi-œuf à la coque, un petit morceau de fromage si on tolère les produits laitiers. On peut prendre une petite source de protéines le soir si on en sent le besoin, si on a soupé tôt, mais ne pas consommer un gros repas parce que le foie est à son maximum d'efficacité entre 1 heure et 3 heures du matin. Et si le foie est surchargé, on ne pourra pas dormir. On peut avoir aussi cette question de la variation du taux de sucre, de la glycémie, qui va affecter notre sommeil. La température de la chambre aussi, c'est important. Le National Sleep Foundation nous recommande de garder la température de la pièce entre 15,6 et 19,4 degrés Celsius. Donc, de garder la chambre plutôt froide, ça favorise le sommeil. On peut toujours se couvrir, mais la chaleur excessive interfère avec notre sommeil.
Ensuite, les bains chauds, bon, particulièrement si on rajoute le sel d'Epsom, on peut mettre aussi de l'huile essentielle de lavande. Comme ça, on fait comme 3 interventions en une pour favoriser notre sommeil. On peut développer des rituels particuliers. Moi, j'aime particulièrement 2 exercices avant le sommeil. Le premier, c'est la cohérence cardiaque. Donc, on peut télécharger une application de cohérence cardiaque. Pendant 5 minutes, on fait des inspirations en comptant jusqu'à 5 et on expire aussi en comptant jusqu'à 5. Quand on pratique la cohérence cardiaque 3 fois par jour, le soir au coucher, dans le milieu de la journée et le matin au réveil, on harmonise les fréquences entre nos ondes cérébrales et nos ondes cardiaques et ça a vraiment un effet de réguler notre système nerveux. C'est un exercice très simple qui ne coûte rien, qu'on peut faire partout, en tout temps, peu importe notre niveau de santé ou notre niveau de fatigue. Et c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui va faire le travail le plus profondément. Évidemment, c'est peut-être pas le premier soir que vous faites ça, que vous allez dormir, mais à la longue, c'est ça qui va vraiment réguler votre système nerveux. L'autre chose que je recommande souvent, c'est un exercice de Qigong qui s'appelle faire le pont entre ciel et terre. Vous pouvez trouver des variations de ça sur YouTube. Essentiellement, c'est qu'on s'ancre, qu'on respire en allant chercher l'énergie yang du ciel et en ramenant ça vers le sol, en ramenant donc l'énergie usée et tout ça à la terre-mère, l'énergie yin du sol, et on connecte entre les deux. Ça aussi va avoir un effet de régulariser notre système nerveux. Et on peut se mettre évidemment des musiques, par exemple entre 432 Hz, dont je vous parle souvent. Il y a plein de musiques qui ont été composées pour justement favoriser le sommeil. Donc, il y a plusieurs moyens d'utiliser autant l'aromathérapie avec la diffusion d'huile essentielle, je vous ai parlé de la lavande, mais il y en a plein d'autres, que la musicothérapie, que le pouvoir de la respiration et d'exercices comme la cohérence cardiaque. Faire attention au repas dont on disait la quantité de protéines, la quantité de glucides dans notre alimentation. Évidemment, tout ce qu'on peut pour gérer notre stress et les suppléments qui reviennent régulièrement parce qu'ils sont très carencés dans notre alimentation et ils nous servent à faire un paquet d'affaires. Complexe B, bioactif, magnésium sous forme de glycinate. Faire attention aux médicaments qui peuvent créer de l'insomnie, donc certains antidépresseurs, les statines, les corticostéroïdes et les bêta-bloqueurs. Et évidemment, équilibrer nos hormones du mieux qu'on peut en éliminant l'excès d'estrogène, même si on va vers la ménopause, on a souvent un excès par rapport à la progestérone, en optimisant le travail du foie, en n'ayant pas de constipation et en favorisant l'activité de production de nos hormones via nos surrénales, en faisant attention de bien nourrir, de protéger nos surrénales, en gérant le stress adéquatement dans notre vie. Alors évidemment, ça fait énormément d'informations pour 1h30, même pas 1h30, 1h10, un vendredi soir. C'est pour ça que je vous décortique tout ça durant 6 modules de 3 heures, un programme de 18 heures à prix de groupe. On fait une partie didactique, après ça, on s'en va se retrouver à caméra ouverte pour le coaching. Donc, c'est un moyen de travailler avec moi directement pour que je vous aide à régler vos hormones à tarif de groupe. Et si, le cas échéant, vous avez besoin quand même d'une consultation individuelle, bien, tout ce qu'on va avoir discuté en groupe, je n'aurai pas besoin de vous le répéter en individuel. Donc, vous allez progresser beaucoup plus rapidement et à meilleur coût qu'en consultation individuelle. Et c'est très plaisant aussi parce qu'on se retrouve entre femmes qui partageons des réalités. Des fois, nos conversations débordent complètement du cadre des hormones, mais ça fait du bien quand même dans toutes les cultures, dans toutes les époques. On a eu des cercles de femmes pour s'accompagner, pour s'aider dans nos transitions hormonales. C'est chez nous dernièrement que ça s'est perdu, mais il faut recréer ces cercles-là dans notre démarche de devenir souveraine de notre santé, de se réapproprier notre titre d'experte de notre propre santé. Et en tant que professionnelle de la santé, je vous accompagne dans ce processus avec beaucoup de plaisir à chaque fois. Alors, le lien pour le programme Équilibrer vos hormones naturellement est dans l'entête du live. Vous l'avez aussi en haut de toutes mes pages Facebook. Et ça débute dès samedi prochain à 9 h le matin. Si vous n'êtes pas disponible les samedis matins, évidemment, vous allez avoir accès aux enregistrements et aux documents, mais comme c'est du coaching de groupe, c'est sûr que je favorise que vous soyez présent. Évidemment, dans 6 semaines, ça se peut qu'il y ait un samedi que vous ne soyez pas disponible ou 2 samedis.
il n'y a pas de problème, mais c'est toujours préférable d'essayer d'assister en présentiel. Et c'est pour ça que je le fais juste le matin. Si vous avez un engagement le samedi, ben, vous pouvez peut-être garder votre 9 heures à midi pour votre groupe d'hormones pour venir nous donner la suite de ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors, j'ai bien hâte de vous retrouver samedi prochain. Entre-temps, probablement qu'il y aura une belle rencontre ce dimanche soir. Donc, à 20 heures les dimanches soirs, on a des rencontres où on parle de tout et de rien. Je vous annoncerai la thématique un peu plus tard. Et je vous retrouve aussi tous les vendredis soirs dans les cadres des santé sans censure. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde, et merci surtout de partager l'information. Vous savez qu'on fait énormément l'objet de censure quand on partage de l'information qui ne fait pas partie du narratif comme je le fais. Et je suis shadow bannée, ce qui veut dire que les gens ne sont pas avisés que je suis en live et ils ont de la difficulté à partager mes vidéos. Alors, faites votre part. Si vous aidez juste une personne en partageant un de mes lives, lorsque vous commentez, lorsque vous likez, vous envoyez un petit cœur, vous envoyez un petit thumbs up, ça déjoue les algorithmes parce que c'est votre interaction qui va faire que les algorithmes comme Facebook vont décider s'ils partagent notre contenu ou pas. Plus vous écoutez, plus vous interagissez, plus ils sont obligés de les partager. Alors, faites votre part pour partager l'information santé. Vous savez que je prépare ce contenu complètement gratuitement. Alors, j'espère qu'une majorité de femmes, majorité de gens vont bénéficier du travail que je fais. Merci d'être là. Merci de faire votre part pour la santé globale. On se retrouve très bientôt et possiblement samedi le 30 à 9 h pour le début du programme Équilibrer vos hormones naturellement. Ça te fait tout le monde. Prenez soin de vous.